Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Charles Jouffre. Tapissier contemporain, entrepreneur à succès, façonnier d'excellence et créateur pointu, Charles Jouffre est un cas d'école dans les métiers d'art. Un artisan d'art qui a porté son savoir-faire au plus haut niveau d'excellence, inspirant la confiance des Philippe Starck, Pierre Jovanovic, Charles Zana, pour ne citer qu'eux. Un entrepreneur qui a traversé l'Atlantique à la rencontre de son marché, ouvrant un showroom et un atelier de 2000 m² à New York. Un généreux qui investit et s'investit pour développer des ateliers d'art comme le sien, qui portent un savoir-faire ancien et une vision contemporaine. Bonjour Charles Jouffre. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Alors, elle a commencé comment ma vie d'artisan ? Elle a commencé par le fait que j'avais un ami de mes parents qui était tapissier. Et pendant toute mon enfance, la chance que j'avais, c'est que cet atelier, qui était un tout petit atelier de 30 m² au fond d'une cour, était sur le passage entre l'école et mon domicile. Et donc, ma mère, qui venait me chercher de temps en temps à l'école, m'emmenait toujours dans cet atelier pour saluer son ami. Et là, j'ai été fasciné, complètement fasciné, et mon rêve, petit à petit, s'est construit, et avec l'envie, en fait, de faire ce métier. Depuis tout petit ? Depuis tout petit. Et vraiment, ça s'est nourri petit à petit et c'est devenu de plus en plus fort en moi. Et un jour, en fin de seconde, je suis allé voir mes parents en leur disant, en fait, j'ai choisi, il faut que je fasse ce métier, et donc j'ai décidé de l'apprendre. Et vos parents, ils étaient artisans ? Pas du tout, ils étaient dans tout autre domaine. Mon père dans la mécanique, mais commerciale, et ma mère dans la médecine, secrétariat, donc rien. Mais comment ils ont pris que vous choisissiez, vous, une carrière manuelle ? Ça les a inquiétés ? Très très inquiété, ça a été dramatique pour eux parce que socialement parlant, ils étaient d'un milieu lambda, on va dire, mais plutôt cadre, et ils pouvaient pas imaginer avoir un enfant qui, dans leur tête, allait redescendre. Voilà. Donc c'était une famille où on espérait que ces enfants aillent beaucoup plus loin, fassent des études et potentiellement deviennent quelqu'un, on va dire. Voilà. Et pour eux, à partir du moment où je leur disais ça, ça a été un drame, ça a été une véritable catastrophe. Vous avez tenu bon. Et j'ai tenu bon parce que j'étais convaincu de ce que je voulais et que j'étais un peu têtu et que j'ai dit mais de toute façon vous n'avez pas le choix, donc voilà. Et j'ai eu la chance que mon père me dise ok, d'accord, de toute façon on te connaît, tu ne changeras pas d'avis, par contre je te propose un deal, tu vas travailler tout l'été. Et puis comme ça, pendant que tes amis seront en vacances et qui reviendront tout bronzés au mois de septembre, ben toi tu vas bosser. Et puis on fait le point en septembre. Et si en septembre, tu es toujours dans la même position, eh ben ok, mais tu sais qu'en septembre, tu auras la possibilité de changer. Voilà, et évidemment, j'ai adoré. Et évidemment, ça a été un vrai bonheur pour moi. Et évidemment, en septembre, je lui ai dit non, mais je suis plus persuadé que jamais que c'est ma voie. Voilà. Donc vous n'avez pas passé le bac ? Et donc, je n'ai pas passé le bac. Je dis toujours que je suis bac-2. Vous avez fait quoi comme formation alors ? Alors, donc, j'ai fait un apprentissage très classique. Directement dans l'atelier ? Exactement. À l'époque, ça se passait comme ça. Et j'ai passé mon CAP, voilà, donc avec un emploi d'apprenti chez un employeur. Ce petit atelier-là ou un autre ? Non, un autre, parce que en fait, je ne voulais pas aller chez cet ami. Parce que j'avais envie de prouver à mes parents que justement je pouvais me débrouiller, trouver un job et que j'étais pas, comment dire, le petit chouchou de machin. Non, j'avais envie de prouver que c'était ma voie à moi et que je pouvais faire quelque chose. Donc j'ai trouvé un artisan tapissier à l'époque à Saint-Étienne qui m'a permis de faire mon apprentissage.
Ensuite, au bout de mon apprentissage, je suis parti chez les Compagnons du Tour de France. Ça a été très violent pour moi. Je suis parti à Strasbourg pendant 1 an et j'avais 18 ans, donc pas beaucoup de repères. Je quittais ma famille, etc. Un employeur qui a été très très dur, qui a été d'une violence inouïe à mon égard, mais que je reconnais aujourd'hui, et c'est ça qui est toujours un peu compliqué, comme un maître d'apprentissage extraordinaire, parce qu'il m'a poussé dans mes retranchements, il m'a fait pleurer, mais j'ai beaucoup appris. Et je lui dois beaucoup, parce que en fait, grâce à lui, j'ai beaucoup appris. Il m'a donné des challenges absolument incroyables. Dans notre métier, par exemple, ce qui est compliqué, c'est de faire des garnitures un peu importantes. Et le premier jour, il m'a donné un canapé complet à faire. Et je ne savais pas faire, évidemment. Et ça a été violent parce que je pleurais. Je pleurais de toutes mes larmes. J'étais loin de ma famille, j'avais plus de repères. Mais je me suis accroché parce que je voulais absolument y arriver. Donc voilà. Et puis, au bout d'1 an, j'ai décidé de quitter les Compagnons parce que voilà, ça ne me correspondait pas, c'était pas tout à fait ma philosophie, alors que je suis très proche des Compagnons maintenant, que j'aime beaucoup, que je reconnais comme d'excellents professionnels, mais à l'époque, c'était pas tout à fait ma philosophie de vie. Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur votre métier pour ceux qui ne comprennent pas, mais même moi, c'est-à-dire que tapissier, c'est assez vague pour moi. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est un tapissier ? Je comprends parce que c'est très vague, effectivement, oui. Chaque fois qu'on en parle à des gens qui ne connaissent pas cet univers. Donc le tapissier, initialement, il restaure des sièges anciens. Donc il est beaucoup dans les sièges 18e, 19e, l'âge d'or un peu du tapissier, où il sait réaliser des choses absolument incroyables. Évidemment, on parle beaucoup du château de Versailles, mais tous les châteaux évidemment de la vallée de la Loire, avec des sièges extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment le métier de tapissier qui souvent a un petit atelier, initialement et pendant des décennies, qui était ouvert au grand public, qui venait avec son fauteuil, à l'époque ça se passait comme ça, et qu'il faisait restaurer. Donc la garniture, la couverture, un tissu, etc. Donc ça c'est le métier de tapissier de base. Ensuite il y a également toute la partie confection de rideaux et installation chez le client. Donc ça c'est aussi une partie du tapissier qui du coup va avoir une couturière qui va réaliser des rideaux, et puis ensuite le tapissier va aller installer chez le client une tringle et un rideau. Voilà, donc ça c'est vraiment le métier de base. Vient s'ajouter encore également la partie du tissu tendu mural, c'est-à-dire que c'est vraiment un tissu qui est tendu sur du mural et qui a des propriétés en plus à la fois esthétiques mais phoniques et également thermiques, très intéressant. Donc ça a été un développement un peu du métier, je dirais dans les années, on va dire entre 50-70. Qui a été très en vogue dans les années 70-80, qui s'est un peu perdu ensuite dans les années 90 et qui revient aujourd'hui beaucoup sur le devant de la scène. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce métier-là ? Quels aspects, quelles techniques, quels outils, quel savoir-faire ? Ouais, c'est matière, compliqué peut-être de dire parce que je dis toujours, c'est un peu une ambiance, c'est les ambiances de l'atelier, les odeurs, les couleurs, les harmonies, ces tissus, le toucher des tissus m'a toujours passionné, les étoffes. Enfin, un tapissier, on est tous pareils dans ce métier, mais toucher une étoffe, ça nous fait vibrer, quoi. On ressent plein de choses. Donc c'est un peu tout ça, c'est l'ambiance d'un atelier, les outils, voilà. Et puis après, c'est aussi la magie des décors dans lesquels nous travaillons chez des clients exceptionnels. Donc on découvre des ambiances de malades, quoi. Donc ça fait vibrer, quoi. La beauté. La beauté, oui, des intérieurs très classe, très subtils. Donc on apprend la subtilité dans ce métier. Donc c'est fait de plein de petits détails et finalement, je crois qu'on est attiré par ces détails. Oui. Vous aviez une formation où vous êtes formé en histoire de l'art ? Alors j'ai suivi des cours du soir à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne pendant les 2 ans de mon apprentissage. Et puis voilà, après, oui, il faut s'intéresser. Je pense que c'est une formation très personnelle. Je dis toujours à mes collaborateurs, restez curieux, c'est le secret en fait de ces métiers-là. Soyez curieux, allez au-devant, lisez beaucoup de revues sur les métiers d'art, sur l'histoire de l'art, sur le mobilier. Enfin voilà, il faut se nourrir en permanence.
Moi, je suis un passionné de bouquins, donc j'achète des bouquins sans arrêt et je lis énormément de bouquins d'art. Et puis après, c'est la visite des musées. Je pousse mes collaborateurs toujours à dire « mais allez voir les musées, allez voir les châteaux, allez, nourrissez-vous, nourrissez-vous ». Bon, je trouve que souvent, malheureusement, les gens n'ont pas ce réflexe et que c'est difficile de les encourager. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'on se nourrit soi-même, en fait. Alors, donc, vous avez eu des maîtres, vous avez eu un maître très difficile, mais qui vous a appris beaucoup. Il y en a eu un autre après, c'est une question qu'on pose souvent dans le podcast, c'est les anges gardiens. Ah oui, alors oui, j'ai eu vraiment beaucoup de maîtres extraordinaires, vraiment, parce que je pense que oui, c'est un peu l'histoire d'un artisan, c'est qu'il se nourrit des expériences qu'il a. Et le tout premier, déjà, lors de mon apprentissage, m'avait dit, si tu veux bien apprendre ton métier, sache que déjà, il faut 10 ans, et il faudra que tu en vois le plus possible, que tu fasses le plus possible d'ateliers, ce qui m'a poussé à partir chez les compagnons et ensuite de dire bon voilà, je quitte les compagnons parce que ça ne me correspond pas, mais par contre moi je vais faire mon propre Tour de France personnel et donc tous les ans je changeais. Bon, à l'époque on avait la chance de trouver facilement du travail et donc tous les ans je changeais de ville. Donc ça m'a permis de travailler dans différentes villes et donc chez différents artisans où du coup vous apprenez des méthodes différentes les unes des autres. Donc vous vous nourrissez parce qu'après vous faites votre tri. Voilà, et donc dans ce cadre-là, j'ai eu mon deuxième maître, donc c'était celui de Strasbourg, qui était un compagnon confirmé. Et ensuite, je suis allé à Lyon chez un tapissier qui était vraiment extraordinaire, qui était lui un vrai gentil, qui m'a beaucoup appris aussi, qui m'a surtout permis de voir le métier différemment, parce qu'en fait, il était très sensible et il me poussait à être très curieux. Et ça, pour moi, ça a été une nouvelle révélation, je dirais. Puis après, je suis allé chez un autre, je suis parti à Rouen, je suis parti à Paris, bon, je dirais chez des artisans qui avaient vraiment aussi des vraies qualités. Et puis, par hasard, un jour, je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais que 22 ans, je suis arrivé dans une entreprise qui recherchait un tapissier, mais qui était une grosse entreprise de décoration, qui était un univers que j'ignorais totalement, parce que j'avais vraiment la vision de ce métier à travers l'artisanat. Et je ne savais pas qu'il existait autre chose, en fait. Et là, je suis arrivé dans cette société, l'entretien s'est très, très, très bien passé, et le directeur de ce bureau m'a dit « Ok, vous pouvez commencer quand ?» Je lui ai dit bah écoutez, je sais pas, il faut que je vois avec mon boss actuel, vous me laissez un peu de temps. Il m'a dit écoutez, voilà, si vous voulez, vous venez demain. Donc du coup je dis bah demain non, je peux pas, mais je suis allé voir mon boss, je lui ai expliqué, mon boss s'est renseigné sur cette boîte là et il m'a dit mais vous foncez, vous y allez tout de suite, c'est la chance de votre vie, donc vous devez pas la laisser passer. Donc du coup le lundi d'après, c'était à peu près 4-5 jours après, je suis arrivé dans cette boîte et là je suis arrivé sans comprendre où j'étais, ce que j'allais faire, je comprenais pas du tout cet univers parce que je voyais des gros bureaux, je voyais des ateliers incroyables et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans, quoi. Et là, mon boss de l'époque, donc le directeur de cette agence, m'a dit, est-ce que ça vous intéresse de partir au Maroc ? Et je dis, bah écoutez, oui, pourquoi pas. Il m'a dit, mais si vous partez au Maroc, vous partez vivre là-bas. Et je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, il m'a dit, et vous pouvez partir quand ? Bah, je dis, je sais pas, dites-moi. Et il me dit, bah vous partez la semaine prochaine. Et là, j'ai vécu 1 an au Maroc, où j'ai travaillé entre vraiment 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 1 an. J'ai pas pris de vacances. Ça a été vraiment très lourd, mais j'ai adoré, ça a été une vraie passion. J'ai eu la chance de réaliser des décors absolument incroyables dans les palais du roi du Maroc, donc ça a été une aventure mais complètement passionnante, avec là un vrai maître. Donc c'était votre question de départ. Comment il s'appelait ? Un vrai s'appelait ? maître qui s'appelait André Paccard, qui est décédé depuis, et qui était un homme hors du commun, totalement hors du commun, qui était une force de la nature, un homme qui travaillait, lui, il commençait ses journées à 6 heures le matin, il les finissait à 2 heures du matin, donc il dormait très peu, il travaillait énormément, et il emmenait avec lui des équipes entières pour réaliser des choses, mais toutes plus incroyables les unes que les autres. Il était artisan, lui, au départ ? Alors lui, non, il était architecte d'intérieur. D'accord. Et il était tout petit architecte d'intérieur, mais il a, grâce à son parcours, grâce au fait qu'il a eu la chance de rencontrer le roi du Maroc, mais qu'il a su
bien travailler tout ça, mais il a développé une entreprise où il y avait 1000 personnes in fine. Donc ça a été quand même un truc de dingue. Il était numéro 1 en Europe à l'époque. Voilà, alors il faisait pas que des choses extraordinaires, hein. C'était pas non plus une référence en la matière, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pour moi est un maître dans la relation humaine, également sa perception du travail, sa perception de là où on peut aller, du challenge qu'on peut relever. L'entrepreneuriat aussi un peu. Aussi, quelque part. Voilà, donc là j'ai découvert un autre univers, c'est pour ça que c'est mon maître, parce que j'ai découvert l'étranger, l'international, qu'on pouvait travailler dans d'autres pays. Donc lui, après cette année au Maroc, il m'a envoyé dans tous les pays du monde, donc j'ai énormément voyagé. Et puis il m'a fait découvrir aussi le management d'équipe, parce qu'il m'a demandé de constituer une équipe. Et en l'espace de 5 ans, j'ai constitué une équipe de 40 personnes. Donc on partait sur des chantiers, réaliser des choses incroyables aux 4 coins du monde. Donc voilà, il m'a appris tout ça. En fait, c'était incroyable. J'ai vécu un vrai rêve. Je m'en rendais même pas vraiment compte. En fait, j'étais dans l'euphorie de cette passion du travail, quoi. Et vous l'avez quitté pour monter votre atelier ? Voilà, alors lui a eu quelques difficultés au bout d'un moment, en 86, et donc je suis allé le voir en lui disant « Je crois que c'est le bon moment, j'ai envie de m'installer ». Et là, il m'a dit « Mais évidemment, il faut le faire, c'est le bon moment, donc allez-y, je vous soutiendrai, vous avez mon assurance que je vous laisserai jamais tomber ». Et donc là, ça m'a donné des ailes. Quelle générosité. Ah, une générosité extraordinaire. C'était l'homme le plus généreux que je connaisse, vraiment, que j'ai connu. Et vous pensez encore à lui ? Ah, je pense souvent à lui, oui, vraiment, je pense souvent à lui. J'ai encore une relation amicale avec sa femme, qui est une dame que j'adore, qui s'appelait Jacqueline Paccard, et qui est une femme absolument extraordinaire, voilà, qui me fascine et qui m'a beaucoup aidé, parce que en fait, lui et elle ont cru en moi quand j'étais tout jeune, et m'ont permis de faire des choses que jamais j'aurais imaginé faire. Et alors, ouvrir son atelier de tapissier, ça veut dire quoi ? C'est cher ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines, c'est surtout du savoir-faire en réalité. Oui, exactement. Alors déjà, c'est pas cher du tout, c'est une chance inouïe, parce que quand j'ai démarré, quand j'ai décidé de créer cette société en 87, j'avais pas du tout de moyens. C'est-à-dire que je m'étais marié un an avant, j'avais déjà un enfant et rien. C'est-à-dire que j'avais pas mis 1 centime de côté. Ça a été violent parce que je suis parti de rien, quoi. Donc c'est compliqué, on va dire, bien évidemment, il faut avoir beaucoup de courage, mais l'avantage c'est que c'est un métier où on n'a pas besoin de gros investissements. Il en faut un peu, il a fallu que j'aille voir des banques, que j'arrive à les convaincre de me faire un prêt pour acheter un compresseur, pour acheter un véhicule, pour acheter un escabeau, enfin je vous fais court, pour louer un local, etc. Sûr. Ça a été très compliqué, j'ai rencontré pour info 13 banquiers. Je dirais que les 10 premiers m'ont foutu dehors presque avec un coup de pied dans les fesses parce qu'ils trouvaient mon projet complètement farfelu. Et puis j'ai eu la chance de trouver le 13e qui, lui, m'a fait confiance et m'a dit « Ok, je crois en vous et ok, j'y vais ». Voilà, donc bon, la vie c'est ça, il faut avoir aussi un peu la chance. Oui, la persévérance. Et la persévérance. Pour y aller très Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir cette persévérance en moi et du coup, finalement, d'apprendre. Chaque fois que je rencontrais un nouveau banquier, j'apprenais ce que l'autre allait me demander. Je comprends. Et ce qu'il allait attendre de mes réponses. Donc du coup, ça m'a nourri. Voilà. Et je suis resté, pour info, c'est très drôle parce que je suis resté ami avec ce 13e banquier que je vois toujours et qui est devenu un ami très proche. Oui, je comprends, parce que c'est un ange gardien aussi, d'une certaine manière, de permettre ce point de départ-là. Tout à fait. Alors, quand vous avez monté votre atelier, au bout de combien de temps comment vous avez trouvé vos premiers clients déjà ? Parce que vous étiez invisible jusque-là. Personne ne savait qui était Charles Jouffre. Personne à part l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et la chance que j'ai eue, qui est une chance inouïe, c'est que lui, bon, pour des raisons X ou Y, a eu quand même des sérieuses difficultés et a fini par disparaître complètement. D'accord. Mais la chance que j'avais, c'est qu'il y avait énormément de monde et il y avait
à un moment donné 250 architectes d'intérieur qui travaillaient dans ce bureau. Et tous ces gens-là, c'était des amis, c'était des gens avec qui je travaillais au quotidien. Donc j'avais une relation très amicale avec eux et on s'était amusé pendant 5 ans à réaliser des projets absolument extraordinaires. Donc évidemment, lorsque je me suis installé, tous ces gens-là, parce que la boîte dans laquelle nous étions a eu des difficultés, sont partis dans la nature. Et donc, ils se sont dispersés dans une multitude de bureaux d'études. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à essayer de trouver des clients à Lyon, puisque j'ai décidé de m'installer à Lyon, qui me paraissait une ville bien foutue, parce que capitale de la soie, parce que proche de la ville d'Annecy, dans laquelle j'habitais à l'époque, près de Genève, mais près du sud de la France, près des Alpes, et pas loin de Paris. Donc je me suis dit, tiens, c'est central, Lyon me correspond. Voilà. Il y avait cette image aussi de capitale de la soie, c'est quand même là que se sont tissées les plus belles étoffes. Donc je trouvais que ça avait du sens. Et je suis allé voir les architectes d'intérieur lyonnais. Donc j'ai commencé un peu comme ça à faire des petits boulots, vraiment. J'ai commencé vraiment avec des petites missions. Mais très vite, j'ai eu la chance de rentrer dans d'autres cabinets. Et très vite, j'ai été appelé à Paris, puisque j'ai créé ma société en 87. Et en 89, j'étais ici rue d'Arru, où j'ai trouvé un petit artisan tapissier que j'ai pu reprendre. Parce que Paris, évidemment, c'était là que tout se passait. Et que j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois, en fait, à Paris. Et là, je suis rentré dans des grands bureaux d'études où j'avais tous mes copains. Donc du coup, ils m'ont tous assez facilement confié des projets d'envergure. Donc ça a démarré très vite cette histoire. Ça a démarré très 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 vite. Donc vous êtes depuis 35 ans dans ces bureaux où je suis là avec vous aujourd'hui? 30 ans, en 89. D'accord. Donc, 30 ans ici. C'est une adresse qui pour moi est mythique parce que c'est toute ma vie finalement et j'adore cette adresse. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés? Donc aujourd'hui, nous sommes environ 42 sur la France et 25 aux États-Unis. Ça s'appelle une success story. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Pourquoi vous n'aimez pas? Pas du tout. Non, parce que pour moi, succès veut dire que vous y êtes arrivé. Et je trouve qu'on n'y est jamais arrivé. Oui, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'ai toujours l'inquiétude du lendemain. Pour moi, on n'a jamais vraiment réussi quelque chose. Je dis toujours que j'aurais vraiment réussi le jour où je pourrais me dire « ça y est, cette entreprise, elle n'a plus besoin de moi ». Ce jour-là, oui, je pourrais me dire « oui, j'ai le succès ». Vous voulez bien nous donner un ordre d'idée de votre chiffre d'affaires pour qu'on se rende compte? Oui, bien sûr, avec plaisir, sans problème. J'ai pas de malaise avec ça. Donc, nous réalisons à peu près 6,5 millions en France. Et aux États-Unis, nous allons réaliser cette année environ 5 millions. Oui, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Oui, alors bon, c'est beaucoup de projets, on dit de chantiers dans notre jargon, beaucoup de réalisations de sièges d'exception pour des clients qui nous font confiance, qui sont eux-mêmes exceptionnels et qui fait que, ça fait beaucoup de projets et donc du chiffre. Mais ce chiffre-là, il paraît important, mais en fait, il ne permet que de nourrir des artisans qui travaillent chez nous. En fait, c'est assez étonnant, mais dans nos métiers, il n'y a pas vraiment de bénéfice, quoi. C'est ça qui est voilà, mais ça ne me pose aucun problème d'ailleurs, parce que en fait, l'argent n'a jamais été mon moteur et que du coup, je suis très à l'aise avec ça. Oui, ça nous permet de réaliser des choses exceptionnelles. En fait, pour moi, ça nous nourrit, ça nous permet de construire une image, ça nous permet de se développer, d'investir et de permettre à des gens que je trouve merveilleux dans nos équipes, de gagner correctement leur vie. Voilà. Mais après, je cours pas après autre chose. Est-ce que vous, parfois, vous êtes encore un peu sur le... Je ne sais pas si on dit l'établi, mais vous mettez encore la main sur le terrain. Vous mettez la main à la pâte encore? Malheureusement, très rarement, mais j'adore. Et quand j'en ai l'occasion, je me fais plaisir.
petite anecdote, hier, j'ai pris un peu de temps parce que ça m'a amusé de poser des rideaux chez mes beaux-parents. Voilà, j'ai peu le temps de le faire. Quand je pars souvent sur un chantier, je prends le temps parce que je suis disponible. Donc là, oui, ça m'amuse de monter sur un escabeau, de réaliser quelque chose. Mais malheureusement, évidemment, c'est complexe de diriger une entreprise comme la nôtre, donc je suis happé. Voilà. Mais j'ai pour habitude de dire que oui, je ne prends pas un outil dans les mains, mais par contre, je travaille mon métier tous les jours. Alors, je suis très concret quand je dis ça, c'est que déjà, je passe sans cesse dans les ateliers. Quand je suis à Lyon, à peu près 2 jours par semaine, je suis vraiment dans l'atelier et là j'échange avec mes collaborateurs. Pour moi c'est du métier, je l'anime, je le fais pas, je le réalise pas moi-même, mais je l'anime, je donne mes impressions, j'échange avec eux, j'essaye de comprendre vers où il faut aller. Et donc pour moi, voilà, même si je n'ai pas l'outil en main, finalement c'est bien le métier que je fais. De la même façon quand je suis sur un chantier, de la même façon quand je parle avec un chargé de clientèle ou un coordinateur de projet chez nous, je les anime, je les challenge, on en discute, on échange sur comment proposer à un client une solution technique, esthétique. Voilà. Donc en fait, mon métier, je le vis intensément au quotidien. Bien sûr. Est-ce que vous avez réussi à développer, à exprimer votre créativité en tant que tapissier, qui travaille beaucoup pour des architectes d'intérieur et pour des décorateurs? C'est très amusant parce que, en l'occurrence, c'est souvent qu'on me pose cette question ou en tout cas qu'on fait référence à la notion de créativité dans mon métier. Et pendant toute ma vie, en fait, j'ai expliqué que je n'étais pas un créatif. Et ça ne m'a jamais posé un problème. C'est-à-dire que pour moi, je réalise ce que mes clients me demandent. Et ce qui m'amuse, c'est de comprendre ce qu'ils ont dans la tête et d'arriver à leur prouver que je peux réaliser ce qu'ils ont dans leur tête. Et donc, je ne m'estime pas créatif. Mais souvent, et y compris mes clients architectes d'intérieur ou les designers, me disent mais finalement, tu es créatif. Bon, j'aime pas ce mot créatif parce que pour moi, un créateur, c'est un designer, c'est un couturier, c'est quelqu'un qui pense et qui est capable de créer à partir d'une feuille blanche. Et ça, je ne l'ai pas, donc je ne m'estime pas créatif. Par contre, j'aime collaborer avec des créateurs et du coup, je pense que nous leur amenons des idées, nous leur amenons des solutions, voilà. Et ça, par contre, j'adore. Donc, il y a une part, évidemment, de créativité dans notre métier. Donc, c'est là où, voilà, oui, parce qu'on amène des solutions, on amène des idées, en échangeant, le projet se nourrit. Il y a des tas d'exemples que je pourrais mettre en avant là-dessus. Alors, j'ai remarqué que quand les architectes d'intérieur font appel à vous, ils vous nomment, ils vous mettent en avant, vous signez, vous communiquez sur les pièces. C'est très rare. Comment vous faites ? Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que, grosso modo, je vais schématiser, mais pendant les 25 premières années de la vie de cette entreprise, ça n'a jamais été le cas. Et ça ne me posait aucun problème d'ailleurs, parce que en fait, c'était comme ça. Et du coup, même pas, je me posais la question. Et puis, il s'avère que depuis 5 ans, mon fils travaille avec moi, m'a aidé à beaucoup développer le marché américain. Aujourd'hui, il vit à New York, il s'occupe de l'atelier à New York et il s'est passionné pour ce métier. Il a une équipe absolument extraordinaire qui est motivée comme c'est incroyable. Il adore travailler avec les artisans. Il a pris vraiment ce métier à bras le corps. Il l'adore. Il sait merveilleusement le vendre et ça me fascine. Et lui a eu vraiment des réflexions en profondeur parce que lui, pour le coup, a fait des études, a fait une très belle école de commerce. Lui s'est beaucoup penché sur c'était vraiment son truc, le management, le marketing. C'était vraiment sa formation. Et du coup, lui, évidemment, au-delà de la partie management qu'il fait à merveille et qui sait vraiment bien dynamiser, je trouve, il y a tout cet aspect marketing qui est très fort en lui. Et du coup, on a beaucoup échangé. Et il me disait, mais ton métier, c'est quand même dommage, il n'est pas mis en valeur. Et comment tu pourrais faire ? Et j'arrêtais pas de lui dire, mais moi, je rêverais de mettre en valeur ses savoir-faire, de mettre en valeur notre métier ou ses métiers au sens large. Et il me disait, oui, mais ça, si tu ne te prends pas en main, tu n'y arriveras jamais, ça va pas te tomber dessus comme ça. Donc oui, d'accord, mais comment ? Et lui a eu un peu cette démarche de dire, mais on peut aller voir les architectes d'intérieur et essayer d'échanger avec eux et peut-être petit à petit de leur faire comprendre qu'on a aussi notre valeur ajoutée et que pourquoi pas, voilà, on peut peut-être aussi les nourrir. Et puis,
en parallèle de ce travail qu'a fait Romain, j'ai eu une chance absolument inouïe, c'est de commencer à travailler avec quelqu'un qui pour moi est absolument fascinant, qui est Pierre Jovanovic, qui est un des plus grands architectes d'intérieur du moment, qui est absolument extraordinaire, qui est un homme en plus charmant, gentil, avec une bienveillance extraordinaire, avec ses équipes, avec ses fournisseurs, avec ses entreprises. Et en fait, lui a eu une démarche assez nouvelle dans ce métier, c'est de dire je vais m'appuyer sur des savoir-faire, je vais m'appuyer sur des artisans d'art et plutôt que de les prendre comme des sous-traitants, ce qui est souvent un peu le cas et ce qui était mon cas pendant des années, encore une fois, qui ne me gênait pas, c'était mon quotidien. Mais lui a eu ce réflexe de dire non, je vais les mettre en valeur et si je les mets en valeur, je vais me mettre en valeur. Et en fait, il s'est passé un truc un peu insensé, c'est que lui s'est vraiment servi de ça. Et en plus, pas calculé, il l'a pas fait en se disant si je fais ça, non, c'était assez naturel. Sauf que du coup, il a mis en avant ses artisans d'art, il les a promus finalement, et aujourd'hui nous nous nourrissons mutuellement. Et lui, il a du coup ouvert une brèche finalement, et c'est incroyable parce qu'on le voit aujourd'hui, les architectes d'intérieur sont assez fascinés du parcours de Pierre Jovanovic parce que évidemment il a un parcours qui a étonné tout le monde, il n'existait pas il y a 15 ans et en 15 ans il est devenu quasi le numéro 1 au monde, donc c'est fascinant. Et aujourd'hui tout le monde se pose la question en se disant mais comment il a fait? Eh bien il a fait entre autres parce que lui il a su mettre en valeur les gens avec qui il travaillait. Et donc aujourd'hui c'est assez extraordinaire parce que Romain du coup a pu travailler avec lui, a pu finalement trouver comment faire intelligemment une espèce de promotion commune. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux parce que nous co-signons les produits que nous réalisons avec Pierre Jovanovic. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir une petite étiquette cuir sur chacun des produits que nous réalisons pour lui, parce que pour moi c'est ça, et qui est création Pierre Jovanovic, réalisation Atelier Jouffre. Et là, je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous avez ouvert une belle voie. Oui, alors je pense que, en tout cas, je pense que ça peut se développer et que ça servira tout le monde. Et quand je dis ça, bien sûr que ça sert les artisans d'art, et c'est génial, mais je pense que ça sert aussi les architectes d'intérieur, ça sert finalement les clients finaux, qui commencent à prendre conscience que c'est un univers global dans lequel, oui, il faut des créateurs, il faut des créatifs, il faut des architectes d'intérieur, des designers, qui évidemment, c'est eux qui nous tirent, ce sont les locomotives en quelque sorte, mais il faut qu'il y ait aussi des wagons, et les wagons, ils sont importants, sinon, la locomotive toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Bien sûr. Alors, vous avez commencé à parler de votre fils. Moi, je voulais qu'on parle ensemble de transmission. Est-ce que votre fils, vous lui avez également transmis des gestes de savoir-faire ? Alors, pas des gestes particuliers. Par contre, ça a été une longue discussion avec lui. On n'avait pas du tout imaginé travailler ensemble. C'est vrai ? Donc ça, c'est quand même incroyable parce que pas du tout. Moi, je n'imaginais pas du tout travailler avec mes enfants, même si, curieusement, ils ont travaillé tout le temps avec moi. Tous vos enfants ? Tous mes enfants. Vous en avez combien ? J'en ai 4. D'accord. Et c'était assez amusant parce que j'habitais au-dessus de l'atelier. Donc évidemment, comme tous les enfants d'artisans, ils passaient leur temps dans l'atelier et ils ont très très jeunes aidé à faire des tas de choses. Et Romain, par exemple, a chargé des camions, a repeint des parties d'atelier. Mes filles venaient m'aider à faire des choses, etc. Donc ça a été vraiment très très fort. Et du coup, ils ont vécu, ils me disent toujours, mais on a vécu ton métier. Et évidemment, ils étaient toujours au contact d'eux. Mais en même temps, quand je rentrais chez moi, je parlais jamais de mon métier. Et en fait, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir cette capacité. Je suis dans mon job, je fais mon job, mais quand je rentre chez moi, je suis avec ma famille. Et donc, j'en parlais finalement très peu. Donc, j'avais jamais émis le fait de dire, tiens, mes enfants, ils feront ça. Pour moi, ils feront leur vie, la leur, et peu importe. Et puis, il s'avère qu'on s'est beaucoup développé aux États-Unis petit à petit. Je me suis installé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années avec l'espoir de gagner des clients sur New York. Ça a été long, laborieux. Et puis, il y a 6 ans à peu près, on a eu la chance d'avoir un très beau marché.
Et là, il a fallu que je me développe. Donc j'ai embauché des tapissiers qui se sont installés à New York. Et puis on a commencé à réaliser ce beau projet. Mais ça me dépassait un peu, je ne savais plus comment faire. Et là, j'ai cherché un manager. Et donc j'ai lancé des annonces un peu à droite à gauche. Et puis j'ai dit à mes enfants, tiens, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé autour de vous, voilà, j'aimerais bien trouver un manager qui s'occupe un peu de cet atelier. Et là, Romain, un jour, m'a dit, mais écoute, tu cherches quelqu'un, mais moi, ça pourrait m'intéresser. Et lui n'y avait jamais pensé non plus, parce qu'il était dans tout à fait autre chose. Et lui, c'était les grands espaces, la moto, voilà, il travaillait en Inde, il n'était pas du tout dans ce schéma. Mais là, il s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais pas l'aider ? Et en fait, il m'a dit, écoute, je te propose, je pars avec un contrat VIE de 18 mois, et je pars 18 mois, et peut-être je t'aide à mettre un peu en place. Le challenge me plaît. Très bien, mais je lui dis, d'accord, tu fais ça, mais par contre, je veux que tu travailles à l'atelier pour comprendre le métier. Vraiment. Et du coup, il a passé 3 mois dans l'atelier où vraiment, là, pendant 3 mois, il a travaillé concrètement avec les artisans, à la fois dans l'atelier siège et à la fois dans l'atelier confection de rideaux. Et donc, il a été pendant plus d'1 mois avec les couturières et il faisait du rideau. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas, il réalisait du rideau. Donc, il prenait sa petite aiguille, son fil et il cousait. Et de la même façon, dans l'atelier siège, il a vraiment travaillé avec eux. Je pense que c'était assez extraordinaire parce que ça lui a donné la légitimité vis-à-vis de ses collègues et aujourd'hui de ses collaborateurs. Et en fait, c'est ce qui l'a passionné. Donc, voilà, pour répondre à votre question, c'est pas moi qui lui ai montré les gestes, c'est mes collaborateurs qui sont des gens absolument d'un niveau extrêmement élevé et qui finalement lui ont montré ces gestes. Et aujourd'hui, il a ce métier vraiment dans ses entrailles, même si lui ne pratique pas. Donc le VIE a été transformé en CDI, je crois. Voilà, exactement. Le VIE, au bout de 18 mois, Romain m'a dit, en fait, je pense qu'il y a des choses à faire, je remplirai bien pour 2 ans, parce que je pense à plein de choses et j'aimerais bien t'aider encore pendant 2 ans. Donc je dis ok, très bien. Donc là, il est resté 2 ans de plus à New York. Et puis maintenant, il y a à peu près 1 an et demi, il m'a dit non mais là, ça y est, non, il faut que je reste. Et donc aujourd'hui, voilà, on envisage très sérieusement qu'il prenne la relève de l'ensemble. Et je suis très très heureux de ça. Quelle belle histoire. Ouais, c'était super et on adore travailler ensemble. Vraiment, on s'entend super bien et c'est un vrai bonheur. Tout quotidien, on s'appelle tous les jours et on échange beaucoup parce que j'aime beaucoup sa vision. On partage vraiment les mêmes valeurs, ce qui est pour nous très très important. Et je sens qu'il a vraiment cette boîte finalement dans son cœur. Les artisans aux États-Unis, c'est des artisans de France que vous faites venir ou Alors, un mixte. Donc, et c'est vous qui les formez ou il y a des écoles là-bas ? Comment c'est les métiers d'art aux États-Unis ? Non, malheureusement. Alors déjà, contrairement à ce que souvent nous pensons, nous Français, c'est qu'il y a beaucoup d'artisans aux États-Unis. Ah oui. Et il y a des vrais beaux savoir-faire. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que de l'industriel aux États-Unis. Il y a beaucoup d'artisans et très très bons artisans et qui ont une vraie maîtrise des savoir-faire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, par contre, ils n'ont pas notre subtilité. C'est-à-dire que dans notre métier, par exemple, ils n'ont pas le sens des proportions, ils n'ont pas le sens de la finition. Donc aujourd'hui, c'est indispensable pour nous d'amener des gens de France pour accompagner ces artisans que l'on trouve là-bas, qui ont le savoir-faire, mais qui ont besoin qu'on les drive. Et donc aujourd'hui, c'est un mix. Notre équipe, c'est un mix. On a à peu près 50% de Français, 50% d'Américains. Et ça se passe super bien, vraiment. J'ai une chance inouïe parce que vraiment, c'est des collaborateurs de grand talent et on trouve des Américains qui savent très 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 bien travailler et qui acceptent complètement d'aller dans notre French touch. Voilà, pour reprendre un peu ce terme. Et puis, on a des Français qui partent. Alors, certains partent 1 an, certains partent 2, partent 3 ans, parfois reviennent. Il y en a qui sont restés. J'ai mon collaborateur principal là-bas, Philippe, qui est là-bas depuis 20 ans avec moi. Et qui, lui, ça y est, vit complètement là-bas et aide beaucoup Romain depuis le début. Et voilà.
Comme on est à New York, est-ce que vous pouvez nous parler de Par Excellence ? Oui, alors, Par Excellence, c'est une belle aventure. C'est une aventure un peu hors du commun que jamais je n'avais imaginé. Et c'est le hasard de la vie. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans la vie parce qu'en fait, toute ma vie, ça a été ça. Ça a été des opportunités, des choses qui sont arrivées comme ça sans que je les imagine une seconde. Et Par Excellence, en fait, c'est l'histoire d'un local qui était très bien placé à Chelsea, à l'angle de la 10e avenue et de la 18e rue, qui était notre atelier. Cet atelier, à un moment donné, il y a donc 6 ans, à l'époque où je vous parlais, où on a eu ce gros projet, était trop petit pour réaliser ce gros projet. Et du coup, il fallait que je trouve un local plus grand. Donc, j'ai trouvé un atelier plus important pour pouvoir installer mes équipes que je venais fraîchement d'embaucher. Et je me suis retrouvé avec ce local qui était sur les bras, qui était un local merveilleusement bien placé, un beau local, mais qui ne me servait plus à rien. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Il était trop cher pour que je le garde. Est-ce que je le laisse partir ? Est-ce que je trouve quelqu'un pour le reprendre ? Et puis, en même temps, il y a une idée qui est venue comme ça en moi, qui était de me dire, mais je rencontre en permanence des artisans sur des chantiers, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, qui sont des artisans français de grande qualité, qui rêvent d'aller sur le marché américain et qui régulièrement me disaient « Mais comment tu fais pour travailler aux États-Unis ? Je ne comprends pas. » Et je leur disais « Écoutez, c'est pas très compliqué, vous y allez, vous essayez. Voilà, moi, j'ai dépensé une énergie folle pendant des années pour essayer, mais petit à petit, vous gagnez un projet, un deuxième, et voilà, puis c'est comme ça que ça se passe. » Et ils me disaient « Oui, mais nous, on n'a pas le temps, comment on peut faire, etc. » Et du coup, je me suis dit, mais tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc, je suis allé voir chacun en leur disant, tiens, voilà, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble ? Il y a peut-être une petite aventure à mener, pourquoi pas, une petite histoire à écrire, on se regrouperait, on aurait un lieu, on pourrait présenter du coup nos savoir-faire. Et puis du coup, on se regrouperait. Moi, j'ai la chance d'avoir un fichier client assez extraordinaire. Je peux vous le mettre à disposition. Comme ça, on crée de la synergie entre nos métiers. Et puis du coup, il y en a plusieurs qui ont mordu à l'hameçon, en quelque sorte, et qui m'ont dit « mais c'est une super idée, ok ». Et de là, on a décidé de créer Par Excellence. Et donc, aujourd'hui, Par Excellence, c'est 10 entreprises de renom, métiers d'art français d'exception. On a les plus grandes maisons parmi nous et qui, aujourd'hui, nous sommes regroupés dans ce showroom qui nous permet d'avoir un lieu où on peut exposer, où nous pouvons organiser des événements régulièrement. Ces événements nous permettent d'inviter des architectes d'intérieur parmi les plus prestigieux à New York et qui comprennent comment on travaille tous ensemble. Du coup, ça crée des synergies extraordinaires parce qu'au début, je leur ai donné des contacts, mais aujourd'hui, parfois, c'est eux qui m'en donnent. Et puis, il y a une espèce d'effervescence assez extraordinaire et ça a dépassé mon ambition même initiale parce que pour moi, c'était surtout permettre de payer un loyer, quoi. Mais aujourd'hui, non, on a tous la volonté. Alors, c'est un projet presque communautaire, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau et on a tous le droit à la parole et on ne valide par exemple pas un entrant s'il y en a un seul qui dit non. D'accord. Par exemple, on mène des opérations, mais c'est la majorité totale. Si on dit qu'on va inviter tel client, il faut qu'on soit tous d'accord. Alors, c'est pas toujours très simple, on est 10, mais en fait, ça se passe quand même vraiment extraordinairement bien. On s'entend tous à merveille, on a tous envie de travailler ensemble, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et du coup, on est plein de projets. Et aujourd'hui, on a vraiment le projet de développer cette démarche de Par Excellence. On a quelqu'un qui va nous rejoindre, qui s'appelle Guillaume Bouchez et qui, lui, a décidé d'investir à nos côtés et qui va vraiment devenir actionnaire. On va créer donc vraiment une entité propre et on a véritablement envie de le développer parce que c'est une très 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 belle histoire et qui, voilà, encore une fois, n'était pas imaginée. Il y a 4 ans, jamais j'aurais imaginé quelque part créer un espèce de concept finalement, une sorte un collectif de d'artisans d'art. Voilà. Et j'invite tout le monde à suivre le compte Instagram de Par Excellence New York et d'aller voir le site internet également parce que c'est en effet une très belle histoire. Alors Charles Jouffre, vous êtes comblé, vous avez réussi énormément de choses tout seul, mais moi je suis quand même une fée et j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? C'est très gentil.
Je sais pas, simplement m'aider à réussir le pari que je me suis donné, de faire que cette entreprise permette à des collaborateurs d'en vivre, permette de grandir et puisse vivre encore des années et que ce métier soit enfin reconnu et que les artisans puissent gagner leur vie comme ils le méritent. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il n'est pas normal qu'il y ait des métiers qui ont évidemment des vraies compétences et des vraies valeurs, mais qui gagnent des vraies fortunes, et des artisans qui ont pourtant un métier dans les mains extraordinaire et qui gagnent mal leur vie. Voilà, donc moi, la vraie baguette magique, c'est de dire voilà, une vraie reconnaissance de ces métiers qui permettent enfin à ces métiers de sortir de l'ombre comme ils le sont. Je pense que je vais avoir besoin de vous pour ma baguette magique. Il faut qu'on invente des choses ensemble. Avec grand plaisir, j'adorerais. Merci Charles Jouffre. Merci à vous Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Je suis plein d'interrogations, voilà, ça m'intrigue. Mais oui, je trouve comprends. ça génial ce que vous faites et je me dis mais voilà, pourquoi ça m'intrigue? Parce que en fait, je dirais qu'à travers mon parcours, j'ai évidemment découvert des métiers. Je suis fasciné par des métiers, quoi, et par des savoir-faire, des gens qui travaillent d'une façon incroyable, etc. Et évidemment, comme je suis très très pris dans mon business, j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de ça. Et je me dis toujours, mon rêve, ça serait d'avoir les moyens de plus avoir à me battre comme je me bats au quotidien pour mon job, mais de pouvoir m'occuper des métiers d'art. Et vraiment, je me dis, ça serait un rêve. Et du coup, quand je vous entends, je me dis, c'est marrant, vous êtes un peu dans cette démarche. Alors, j'ai approché à l'époque la SEMA, la Société d'encouragement des métiers d'art, qui est devenue un peu l'Institut. Voilà. J'ai été un peu délégué, mais en fait, je m'apercevais que c'était pas du tout ce que j'aimais. Ça n'avait pas d'intérêt pour moi, parce que, en fait, j'aimerais pouvoir aller dans des ateliers, pouvoir aider un peu comme vous le faites, voilà, peut-être des mises en relation, des trucs, trouver des jobs, bon, etc. Et ça me... voilà, je crois que peut-être j'y arriverai jamais vraiment parce que c'est compliqué, j'ai pas les moyens, et je crois que j'aurai vraiment les moyens, j'aurai jamais vraiment le temps, peut-être dans 5-10 ans, pourquoi pas, mais en tout cas, bon voilà, mais j'ai quand même ça en moi, et du coup, votre histoire, elle me fascine un peu, parce que je trouve que c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui, je sais pas, avec plaisir. Il faut qu'on invente des trucs. Alors moi, j'ai un rêve, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai un rêve, c'est de créer une école qui soit une école de métiers d'art, une école du design et une école d'entrepreneurs. Parce que finalement, vous dites, votre fils, il a fait une école de commerce, donc il n'a pas touché au savoir-faire. Et je trouve que c'est très dommage que ces écoles de commerce, c'est aussi la voie que moi j'ai eue. À aucun moment, dans notre parcours, on a touché une matière, on a touché un outil, on a compris à quoi servait un outil. Donc ça, je trouve ça très dommage. École de métiers d'art, je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas de formation d'entrepreneur, d'ambition, Voilà, moi j'aimerais bien qu'on travaille sur une école. J'adore. Ça vous amuserait de faire ça avec moi? C'est le rêve de ma vie, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le rêve de ma vie, c'est de faire une école, c'est le rêve de ma vie. Ah oui, complètement, je parle tout le temps de ça. Ah bon? Mais oui, alors d'une école tapissier au départ, mais en fait votre idée elle est bien meilleure, elle dépasse, elle va beaucoup plus loin. Mais c'est le rêve de ma vie, de faire une école, j'en rêverais.